Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème dirigeants de PME, pourquoi faire de la RSE et comment. Le webinaire sera présenté par Gérard Capelli, consultant formateur en qualité managériale et RSE. La présentation durera une trentaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Gérard à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Gérard Capelli. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce qu'on m'entend bien, Nicolas? Oui, il n'y a pas de problème, Gérard. Merci. Et merci à vous toutes et tous pour l'intérêt que vous portez à la RSE en PME. Pourquoi faire de la RSE en PME et comment? Alors, je vais me présenter en quelques mots et quelques chiffres. Donc, 30, en fait, c'est 30 années que j'ai passé dans une PME qui est devenue une ETI. Donc, c'était une belle expérience. Et le 10+, en fait, c'est une douzaine d'années, un petit peu plus, comme consultant formateur. Et quand on est consultant formateur, on a des activités bénévoles. Donc, je les passe en revue dans l'ordre des vignettes qui sont là. À l'Alumni des Arts et Métiers, je suis président, on va dire, animateur du groupe Développement Durable RSE. À la FIEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, je suis membre du Club Rodin, c'est le think tank de la FIEC, et qui a écrit quelques ouvrages sur la RSE, et notamment un sur la RSE en PME. Il est gratuit, et il pourra vous être envoyé. À l'association France Qualité, je suis référent RSE, ça ne s'invente pas, et enfin avec AFNOR. Je suis partenaire d'AFNOR, d'une part membre de deux commissions normatives, la commission qualité management et la commission développement durable RS, responsabilité sociétale. Et puis enfin, je suis sous-traitant pour AFNOR compétences en RSE. Alors, j'ai 25 minutes, peut-être un petit peu plus, pour vous présenter ces 4 points. La RSE en PME, on parlera des PME concernées, lesquelles et pour qui elles font de la RSE. Le pourquoi, elles sont dans une démarche volontaire et non réglementaire. Comment font-elles de la RSE? À la façon de Monsieur Jourdain ou d'une façon un peu plus structurée? Et puis, on aura quelques mots sur le coût, combien ça coûte une démarche RSE? Et puis enfin, le plaisir de répondre à vos questions et de débattre, je l'espère. Alors, je vais amorcer un peu le débat en posant la question suivante. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on lit à propos de la RSE dans les PME? Alors, une source intéressante, c'est BPI. On a en France cet organisme brillant et vraiment utile de conseil, de financement, etc. La BPI dit il y a une PME sur deux qui a une démarche RSE. Et il y en a une sur 4 qui a une démarche structurée. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Alors, si on veut des chiffres un peu plus précis, un cabinet qui s'appelle Goodwill Management publie une étude tous les 2 ans environ et considère que nous avons en France à peu près 2 pour 1000 des PME, TPE, 2 pour 1000 qui sont dans une démarche de maturité en RSE. À peu près 1 sur 100 qui est engagée au sens général, et puis à peu près 5 à 10% qui sont dans une démarche partielle. Alors, engagé pour qui, en général, à la demande d'un grand client, si on veut faire un petit schéma humoristique, le grand client, il est oppressé ou pressurisé par la réglementation. C'est la réglementation sur le reporting RSE. Et donc, quand il s'adresse à ses fournisseurs ou sous-traitants PME, on les voit ici, les petites entreprises qui crient au secours, hein. Eh bien, les spécifications qui étaient auparavant QCD, qualité, coût, délai, sont aujourd'hui des spécifications qui intègrent des critères RSE.
Alors, c'est effectivement un peu plus compliqué pour les PME concernées. Alors, il y a d'autres raisons que le client. On va en passer en revue quelques-unes avec le résumé de pas mal d'études qui sont faites sur le sujet. Donc, quelles sont les motivations d'un dirigeant de PME pour faire de la RSE? La première, c'est l'image de l'entreprise, donc donner une bonne image de sa PME, TPE. Une autre, c'est l'innovation. Innovation technique, bien sûr, quand on fait des produits comme par exemple des produits pour l'efficacité énergétique, eh bien, on va catalyser la partie d'innovation. Mais également l'innovation organisationnelle et managériale, ce qui veut dire que comme toute démarche de progrès, mettre en place la RSE, ça crée une dynamique dans l'entreprise. Une troisième qu'on pourrait presque placer aujourd'hui en premier, c'est l'attractivité. L'attractivité de la PME pour les salariés qui sont en place et bien sûr, et surtout pour les salariés qui pourraient arriver. Donc les PME aujourd'hui, certaines en tout cas, ont des difficultés à recruter. Une autre assez évidente quand on a une démarche de progrès, c'est bien sûr de mieux manager les risques et opportunités. Mettre en place la RSE, ça catalyse la démarche de management de ces risques et opportunités. Et puis enfin, déjà évoqué, répondre aux clients dans leurs spécifications d'achat. Une PME n'est pas obligée de faire de la RSE, il n'y a en tous les cas pas d'obligation réglementaire. Et cette présentation que je vais résumer ici avec cette diapo, elle est vraiment iconoclaste, et je l'assume. En disant, par exemple, qu'il y a deux RSE. Il y a une RSE réglementaire, elle concerne le reporting de la RSE, et puis il y a une RSE volontaire. Alors, je vais donner simplement quelques dates clés sur le reporting réglementaire. La France a été le premier pays à légiférer sur la RSE en général. D'autres pays dans le nord de l'Europe avaient déjà légiféré sur l'environnement. En 2001, nous avons eu les lois NRE qui obligeaient les sociétés cotées en bourse à publier chaque année un rapport de développement durable. Ça a été élargi en 2012 pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés, à part quelques statuts. Et puis, une date importante, c'est 2017, où la directive européenne de 2014 sur le reporting à RSE a été transposée en France et on a appelé ça la DPEF, Déclaration de performance extra-financière. Et d'autres réglementations, une loi Pacte extrêmement importante dans le cadre de la RSE. Bref, donc un bon corpus réglementaire. Et d'autres dates clés pour le volontaire. La France a également été un des premiers pays à lancer sur le terrain des démarches, des initiatives sur la RSE dans les PME, donc d'une façon volontaire, avec différents textes à l'époque. La France a été une des principales contributrices et rédactrices d'ISO 26000, qui, elle, a été publiée en 2010. Et puis, différents documents que nous publions dans la commission normative, et puis des démarches gouvernementales depuis quelques années. Par exemple, il y a une plateforme numérique qui s'appelle impact.gouv sur laquelle les entreprises peuvent communiquer leurs données extra-financières, environnement, social, gouvernance pour ESG. Et puis, il existe une plateforme au sens d'un service qui s'appelle Plateforme RSE, qui est interministérielle et qui traite également ces sujets-là. Alors, s'il y avait à répondre à la question, est-ce qu'il faut faire de la RSE dans les PME, ma réponse à moi, elle est clairement oui. Mon conseil, faites-en et on va essayer d'expliquer comment. La première recommandation, elle vient d'ISO 26000, qui a consacré une page complète, un encadré sur ce sujet, c'est d'adapter bien sûr au contexte. Adapté à la taille de l'entreprise. On ne fait pas la même RSE dans une TPE de 4 personnes et dans une PME de 249. Et l'adapter, bien sûr, aux activités. On en reparlera. Alors, concrètement, et même théoriquement ou conceptuellement, on peut résumer ça par ce schéma. Je vais essayer de le définir d'une façon assez simple et concise. En fait, on a déjà au départ une analyse de situation. Ça, c'est pas un scoop. On fait un SWOT qui intègre évidemment les aspects RSE et on le fait de préférence
avec les parties prenantes. Et on a une vision à long terme. Ça veut dire 5 ans, 10 ans ou plus. Évidemment, cette vision, elle va embarquer la RSE. Et puis, entre ces deux balises-là, on met en place une stratégie RSE avec différents axes. Cette stratégie, elle fait partie de la stratégie globale de l'entreprise avec des objectifs qui sont fixés et on fait tourner ça par un PDCA de bonne loi. Pour ceux qui font du 9001, du 14001, ils comprennent tout à fait ce que je veux dire. Et puis, toute cette démarche, bien ma foi, on doit respecter des balises. Il y en a au moins 2 importantes. La première, c'est de respecter les valeurs d'une façon générale de l'entreprise et de respecter les principes de RSE. Il y en a 7 qui sont proposés par ISO 26000. L'autre balise, c'est de toujours dialoguer avec les parties prenantes. C'est pas toujours simple et idéalement, on co-construit avec les parties prenantes. À minima, on communique et on dialogue régulièrement avec elles. Et donc, cette notion-là de mission, vision, valeur, elle est assez classique pour les démarches de progrès en général. Est-ce que c'est facile pour les PME, ce schéma qui est extrait d'une norme AFNOR? Eh bien, pas pour toutes. C'est pas évident, TPE. Dans les TPE, on est le nez dans le guidon, et même dans les PME d'ailleurs. C'est plus facile quand on a une PME un peu plus costaud, surtout quand elle est certifiée ISO 9001, on en reparlera. Et là, elle peut commencer à mettre en place quelque chose de solide. Et si on veut résumer les 2 cas de figure, c'est très basique ce que je résume là, il y a 2 démarches possibles. Soit on fait une démarche simplifiée, à minima, et on va traiter 3 ou 4 enjeux essentiels pour la TPE, pour la petite entreprise, soit on fait une démarche complète, et il y a tellement d'enjeux de RSE, on le verra, qu'on a nécessité de prioriser, nécessité de hiérarchiser les enjeux de RSE et de hiérarchiser également le grand nombre de parties prenantes. Il y a un outil pour ça, c'est la norme X30-029. J'y reviendrai, c'est une des normes les plus utilisées dans différents domaines. Alors, hiérarchiser quoi? Petite pancarte qui s'est inscrite ici pour rappeler que dans le livre Rodin dont je vous ai parlé, on a du verbatim qui a été extrait. Tous les dirigeants, la plupart des dirigeants qui ont été interviewés ont confirmé que cette notion de mission, vision, valeur était essentielle pour leur entreprise. Et ont confirmé également qu'il était intéressant finalement de mieux définir la stratégie et de la consolider avec la RSE. Parenthèse fermée. Donc, hiérarchiser quoi? Eh bien, ma foi, pour ISO 26000, donc la norme de responsabilité sociétale, elle propose 36 domaines d'action. Il y en a même 42 si on ajoute des domaines d'action de gouvernance. ISO 26000 a préféré cette expression domaine d'action, plus opérationnelle que enjeu. Et évidemment, on ne va pas tout faire. On ne va pas faire les 36 ou les 42. Donc, on va hiérarchiser, comme ça a été précisé tout à l'heure. Alors, comment on fait ça? On fait ça à la façon de Monsieur Jourdain, vous voyez, ce personnage qui apparaît là, ou on fait ça d'une façon un peu professionnelle? Alors là, je dis, il faut quand même se rappeler, on parle souvent de Jourdain à toutes les sauces. Quand Molière parlait de Jourdain, c'était pas d'une façon très sympathique. Et un dirigeant de PME mérite mieux que d'être traité de Monsieur Jourdain. Non, un dirigeant de PME, il est capable de mettre en place la RSE d'une façon structurée. Et je reviens sur cet outil qui est fondamental, qui est utilisé par les PME et même au-delà des PME, c'est la norme X30-029, qui permet de faire le choix parmi tous ces enjeux sociaux, environnementaux, etc. Alors, parlons peut-être des entreprises qui sont vraiment dans le haut du panier, les plus matures en RSE. En général, quand elles sont à ce stade-là, elles ont envie de se faire reconnaître, de se faire labelliser. Et la plupart des référentiels, des bons référentiels d'évaluation, sont fondés sur la norme ISO 26000. On voit quelques exemples ici de labellisateurs. Et puis, ma foi, parlons des leaders. Les 3 leaders en France sont AFNOR, engagé RSE, l'agence Lucie
et EcoCert. Alors, il y en a d'autres. Hein. On voit par exemple apparaître Veritas ici. Et ces trois-là, les trois leaders et les autres, traitent de labels généralistes, mais également de labels sectoriels dans certains métiers. Il y a des challengers. Je vais parler de France Qualité puisque j'en suis membre et nous avons également un référentiel. Et nous sommes partenaires d'ailleurs des deux leaders, AFNOR et Lucie, pour donc un label qui est associatif. Il y a des régions en France qui proposent également des labels RSE. Il y a beaucoup de labels. Et tout à l'heure, je parlais de la plateforme RSE interministérielle. Elle prépare un document de cadrage des labels RSE. Il y a également un label qui n'est pas inspiré d'ISO 26000, je vais en parler. Il faut être sportif. Il monte, contact. Il s'appelle B Corp, donc d'origine américaine. Et puis, il y a un organisme qui fait beaucoup parler de lui dans les PME et qui, lui, a eu la bonne idée, à un moment donné, de s'intéresser aux fournisseurs et aux sous-traitants des grands groupes, et donc à des PME, TPE en général. Ce leader, non pas de l'évaluation, il se considère comme un notateur. Donc, ce leader de la notation des fournisseurs, c'est EcoVadis. EcoVadis a à son actif aujourd'hui à l'international à peu près 100 000 notations, et en France, on estime entre 9 et 10 000. Il faut rappeler que la somme des labels AFNOR, Lucie et EcoCert représente entre 1500 et 1600 labels. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. On a discuté, on a échangé évidemment avec ces différentes entités. Donc, EcoVadis, grand gagnant. Alors, il a un challenger qui s'appelle Acesia, qui est également une bonne plateforme, mais EcoVadis a vraiment fait et continue de faire un carton. Donc, est connu, parfois craint par la plupart des PME, TPE. Quel est le rôle des groupements professionnels? Un rôle très important, puisque AFNOR, ISO 26000, lapsus, considère que les PME ont besoin d'avoir un cadre sectoriel. Eh bien, dans tous les domaines, les groupes aujourd'hui s'intéressent à la RSE lui-même depuis 5 ou 6 ans et maintenant propose un outil de niveau 1 pour évaluer donc, les adhérents de l'industrie. Dans la chimie, on a le Responsible Care depuis quelques temps, donc qui était au départ un label de sécurité chimique et maintenant de RSE. Dans les bâtiments TP, un label pour les scopes de BTP. Dans les agences de communication, un label de communication responsable. Dans le monde de la propreté, qu'elle avait bien besoin, donc un label sur les agences de propreté qui traitent correctement donc leur démarche. Le pinard, excusez pour le mot, mais le vin fait l'objet de labels RSE, notamment un vigneron engagé porté par AFNOR. Et dans le bio, bien sûr, pas mal de labels, ainsi que dans le tourisme et dans bien d'autres activités. Donc, un rôle important de ces groupements professionnels. On va parler un peu d'argent ou en tous les cas de coût de la RSE. Combien ça coûte la RSE? Au minimum, ce qu'on peut conseiller à une PME, à une TPE, c'est d'adhérer au Pacte mondial, Global Compact, une initiative de l'ONU. Combien ça coûte? Ça va coûter entre 5 et 7% du temps d'une personne sur l'année. Ça veut dire qu'il s'agit de suivre une certaine démarche, de répondre aux principes du Pacte mondial et de chaque année mettre à jour le rapport. Ça, c'est le minimum. Pour une petite PME de moins de 50 salariés, donc toujours pas obligé de faire de la RSE, pour une démarche complète, on peut compter entre, on va dire, 20 à 25% du temps d'une personne par an, c'est pas rien, pour mettre en place la démarche, et bien sûr en ajoutant le temps du dirigeant, qui doit être impliqué dès le départ. S'il n'est pas impliqué, c'est même pas la peine d'en parler. Ou alors on passe par un consultant ou une consultante externe qui va consacrer, on va dire, une dizaine de jours ou un peu plus, donc un budget de 10 à 15 000 euros pour mettre ça en place. Et ensuite, il laisse l'entreprise se débrouiller. Si on passe à une PME un peu plus costaud, plus de 100 salariés, et si on a en place un responsable qualité, à ce niveau-là, évidemment, et surtout dans l'industrie, c'est courant. Donc, ce responsable qualité, il va se faire un plaisir de faire également de la RSE avec l'accord de son patron. Et il va y passer entre 15 et 20% de son temps. On peut faire le calcul. Et ça correspond à aller à un budget assez proche du précédent, qui va être de l'ordre de 10 ou 15 000 euros
sans oublier, là encore, le temps du dirigeant et sans oublier le temps d'autres fonctions, évidemment. Un petit conseil qui apparaît ici, intégrer. Intégrer. Quand la RSE est intégrée à une démarche existante, eh bien, on mutualise des moyens, on mutualise des ressources, et évidemment, c'est plus logique, c'est plus cohérent. Si on passe à des ETI pour information, donc des entreprises de plus de 250 salariés, là, on peut trouver un responsable RSE ou il y a de plus en plus de femmes, évidemment, pour ces sujets, ou au-delà de 500 salariés, un responsable à plein temps, il peut être à mi-temps pour une ETI plus petite. Pour une grosse ETI de 1000 salariés, on a le responsable et puis on a une petite équipe. Il faut rappeler que dans les grands groupes, l'équipe qui traite le rapport annuel RSE, donc l'équipe qui est en contact avec toutes les filiales, toutes les entités, ça représente des dizaines de personnes. Chez Schneider Electric, c'est 70 à 80 personnes pour s'occuper de ça. Donc un gros boulot et Schneider est considéré comme un des grands groupes les plus actifs dans le domaine de la RSE. Combien coûte un label, pourrait demander le petit patron de PME qu'on voit là. Eh bien, un label, ça coûte entre 1000 et 1500 euros par an. J'ai ramené ça à l'année, c'est plus simple. Et pour des labels plus, on va dire, approfondis, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est entre 4 et 5 000 euros par an pour une PME de 50 salariés, par exemple. Et ça peut être évidemment plus pour une PME de 100 ou 200 salariés. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Ici, un titre qui interpelle un petit peu, et j'ai mis en exergue les initiales, O comme obligation, I comme intérêt et E comme envie. Il faut rappeler qu'un être humain, et on va dire donc une entreprise, qui est un groupement humain, a toujours trois types de motivation pour faire des choses. La première, c'est l'obligation. Je suis obligé de faire ça, il y a une réglementation, bon, je le fais. La deuxième, c'est l'intérêt. Je ne suis peut-être pas obligé, mais j'ai intérêt à le faire. C'est le cas des PME en RSE. Différents intérêts. Et la troisième, c'est la meilleure. C'est celle d'abord du dirigeant. J'ai envie, moi je suis patron de PME, j'ai envie de faire cette démarche ou de mettre en place un management de la qualité, etc. L'envie est fondamentale. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé dans les PME? La réponse a déjà été donnée. Dans le livre Rodin, clairement, ici, encore un extrait de verbatim, la RSE, s'il vous plaît, ne nous obligez pas, ne créez pas une réglementation pour les PME. C'est pour nous une démarche volontaire et que nous souhaitons mener à notre rythme. Alors, on nous pose la question, sur quels critères? Je vais commencer, si je ne l'ai pas fait encore, des critères de chiffre d'affaires, des critères d'effectifs, des critères liés à mes activités. La réponse est claire, elle tient en un mot, elle est dans la définition même de la RSE. Le critère, c'est l'impact. Toutes les entreprises ont des impacts positifs ou négatifs sur la société et sur l'environnement. C'est ça le mot-clé. Et si on revient sur l'envie, je vais être encore un petit peu provocateur là. Il y a des communautés dans les communautés d'entreprises, de PME, qui sont, on va dire, un peu plus vertueuses que la moyenne. J'en ai cité 3, il y en a bien d'autres. Hein. La principale, sur le plan historique, c'est le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui a, depuis plus de 15 ans, qui a mis en avant la RSE et son appellation, c'était la performance globale. On utilise beaucoup cette expression aujourd'hui, elle vient du CJD. La performance globale, c'est intégrer le social et l'environnemental dans la démarche de l'entreprise, évidemment, et tout en étant évidemment sur le pilier économique. Entrepreneur d'avenir est également dans cette démarche. Et puis, en rappelant que la RSE a quelques sources religieuses, hein, il faut rappeler que les Quakers, qui étaient des protestants, eux souhaitaient des entreprises avec une gouvernance on va dire, vertueuse, et donc pour eux, tirée de leur religion. Donc les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, évidemment, sont portés vers la RSE, donc c'est un exemple parmi d'autres. Et là, je vais être encore plus provocateur. Vous voyez ce joli animal qu'on voit apparaître?
vous l'avez reconnu. J'aurais pu mettre une autruche d'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire de la RSE et qu'on a la tête dans le sable? Donc une oie, c'est un peu plus sympathique, une oie. Et l'OIE, en fait, OIE, vous voyez, vous retrouvez les initiales qui sont là-haut. Eh bien, l'OIE, c'est l'organisme mondial patronal, donc un organisme bien libéral, bien costaud, qui considère que finalement, ce qui compte avant tout, c'est le business. L'IOE, donc en anglais, est une bonne fédération. Le MEDEF appartient à l'IOE, mais l'IOE est resté encore sur des principes très, très classiques, quoi, hein. Le Code civil de 1804, où créer une entreprise, c'était pour faire du profit et partager entre les associés, les actionnaires. Alors, ce n'est pas un péché, mais depuis, on a un peu évolué. Et là, ma provoque, c'est de dire, bon sang, le patron de PME, il doit faire un choix, comme le patron de grands groupes d'ailleurs, qui pourrait le faire également, qui pourrait, je dis bien. Et le choix, c'est de dire, soit je reste sur le modèle, moi ça me va bien, hein, et puis en fait j'ai des clients, j'ai un bon fonds de commerce, le modèle classique était très bien, soit je rentre dans un nouveau modèle qui devient vraiment prégnant, poser la question aux jeunes générations, et donc ce modèle, c'est un modèle de performance globale. Et plutôt que de faire des grandes incantations là-dessus, j'ai choisi 2 exemples de PME. La première, c'est SGAM, une entreprise de 19 salariés qui fait des cartes électroniques de petite série sur un métier, donc l'électronique, qui n'est pas simple. On a perdu beaucoup dans l'électronique en France il y a quelques dizaines d'années. Cette société de 19 salariés, c'est très rare. Elle est certifiée en ISO 9001. Elle est certifiée en ISO 14001. Elle a été évaluée par différents cabinets, par 2 cabinets en l'occurrence, sur la RSE, et elle a été notée exemplaire. Exemplaire. Alors, on a ici la dirigeante qui apparaît, qui s'appelle Guillaumette Lecante, qui est la fille du fondateur, Jean-Claude Gasse. Et Jean-Claude Gasse, quand il a créé sa boîte, il y a bien longtemps, son père lui a dit, son père était comptable. Il en avait vu toutes les couleurs, lui, dans les boîtes, hein. Et son père lui a dit, mon gars, tu crées ta boîte, ok, s'il te plaît, je te demande de garder les valeurs qu'on a dans la famille, de garder ces valeurs. Et Jean-Claude, en plus, il avait ce qu'on appelle dans le coin, ils sont dans l'Ain, je crois, le BSP. Le BSP, c'est le bon sens paysan. Eh bien, Jean-Claude, il a vite compris qu'une petite boîte comme ça, même dans un monde qui n'était pas très concerné à l'époque, il y a une petite boîte comme ça, elle avait intérêt à faire de la RSE, et de la RSE concrète. Alors, on va donner 2 exemples. Bien sûr, un engagement environnemental qui est costaud, une certif qui est vraiment méritée en 14001. Et puis, un petit exemple social, pas vraiment anecdotique, pour moi, il est extrêmement marquant. Jean-Claude a toujours dit à ses opératrices, il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez SGAM, hein, dans la partie électronique, moi, j'ai envie que mes filles, là, mes opératrices, elles puissent faire construire. Retenez l'expression, qu'elles fassent construire. Eh bien, ce n'est pas avec un salaire d'opératrice, elles sont payées au prix du marché, qu'on peut faire construire. Donc, chez SGAM, eh bien, alors qu'on parle maintenant du partage de la valeur dans tous les ministères, chez SGAM, depuis des années, la prime annuelle, basée sur les résultats, parce que SGAM est rentable, la prime annuelle varie entre 3 mois et demi et 5 mois de prime. Parlez-en aux opératrices de SGAM et vous aurez une réponse intéressante. Le deuxième exemple, c'est une PME un peu plus costaud, elle fait 200 salariés, elle est maintenant filiale du groupe Engie, c'est d'ailleurs une des meilleures filiales, et elle publie tous les 2 ans, un rapport de RSE. Elle n'est pas obligée, c'est uniquement les grandes entreprises qui publient des rapports RSE. Et dans ce rapport, on verra tout à l'heure un peu de verbatim, il y a différentes choses. Il y a d'une part une communication sur le triptyque de SCLE, c'est SCLE SFE à Toulouse. Le triptyque, c'est bien sûr, on doit être performant, et le groupe nous le demande, mais on est engagé au sens large dans la performance globale, et on veut être une entreprise durable. Et puis, quand le patron, il part en retraite dans quelques mois, il s'appelle Jean-François Revel, quand le patron fait l'éditorial de ce rapport, vous avez un mot à retenir. Il est entouré ici. C'est le sens. D'ailleurs, il se dit dans les PME qui ont envie de blaguer sur la RSE, RSE, c'est pas compliqué, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. C'est ça le sens.
Et il faut rappeler, bien sûr, que SCLé est certifié 9001, 14001, 45001, mais SCLé est également dans la démarche EFQM, le modèle européen de performance globale et d'excellence. Et SCLé a obtenu le trophée européen de FQM. Et petite anecdote, et ça tombe bien qu'on ait notre échange aujourd'hui, l'association France Qualité, il y a 10 jours exactement, a nommé, donc chaque année, on nomme un trophée, un responsable qualité qui obtient le trophée qualité. Le trophée 2023 a été attribué à Jean-François Revel. Ça veut dire que Jean-François Revel, il est le patron de la SCLé, mais il est également le responsable qualité. Et il travaille pour le management des différents systèmes. Il travaille avec son comité de direction. Voilà pour les deux exemples. Et il me reste à répondre à vos questions. Et il nous reste peut-être à débattre, le cas échéant. Alors oui, merci beaucoup Gérard pour cette présentation très riche en enseignements, hein. Effectivement, on a reçu donc des questions durant ta présentation et je vais, sans perdre un instant, en formuler quelques-unes, mais bien évidemment, vous pouvez continuer à en poser via le chat et Gérard y répondra avec plaisir. Alors, Gérard, la première question, c'est, on parle de PME déjà certifié. Dans notre cas, nous sommes ISO 13485, donc avec un système qualité déjà existant. Y a-t-il un avantage, en fait, pour la démarche RSE? Oui, oui, tout à fait. Alors, on est maintenant assez unanime là-dessus, hein. À l'époque de la rédaction d'ISO 26000, on était pris, tous ceux qui s'intéressent aux démarches de progrès, on était pris pour des mécanistes. Aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Moi, je suis dans les deux commissions et je peux vous dire que ça communique mieux. Et donc, oui, il est dit qu'avoir en place une démarche certifiée, ça va aider pour porter la RSE. On a même fait un texte là-dessus, le X30036, qui explique comment on peut intégrer dans une démarche certifiée, dans un système de management, comment on peut intégrer la RSE. On peut le faire sans ce fascicule, mais en tous les cas, c'est un avantage et il faut s'appuyer sur la démarche simplement parce que toute démarche de système de management depuis quelques années, elle utilise la structure HLS qui est très pratique. La structure HLS, elle est appuyée sur le PDCA. Donc, ça permet à tous les niveaux du PDCA d'intégrer la RSE. Alors, merci beaucoup Gérard. Deuxième question, les outils d'évaluation comme EcoVadis peuvent-ils servir de base pour mettre en place la RSE? Absolument. Alors, la plupart des consultants vous diront, on reçoit tout le temps des coups de fil de PME qui découvrent EcoVadis, il y en a bien sûr, hein, et qui nous demandent comment on fait pour avoir une bonne note. Et la réponse, elle est claire. Si vous voulez avoir une bonne note, c'est une chose, mais avoir quelque chose de pérenne, y compris avec EcoVadis, mettez en place une démarche RSE. Le questionnaire EcoVadis est une bonne base pour démarrer. Le référentiel EcoVadis est clair avec 4 grands thèmes, dont le thème des achats responsables. Et ça peut être un bon début. Personnellement, moi, je recommande, même si après on peut dire oui, mais c'est une démarche en ligne, on peut tricher, etc. Peut-être. Mais en tous les cas, mettre en place et bien répondre au questionnaire EcoVadis, je répète, en mettant en place une démarche, hein, pas avec du bluff et des gigaoctets qu'on envoie aux évaluateurs au bout de la ligne, mettre en place une démarche, on peut s'appuyer sur le questionnaire et ça va être un bon plateau pour ensuite améliorer la maturité. Alors, merci Gérard. Donc, alors après, il va falloir qu'on revienne sur ton support parce que c'est par rapport à la diapo 7, au slide 7. Alors, est-ce que tu peux remettre ton support, s'il te plaît? Moi, je vais recopier dans le chat euh, l'intervention. Alors, c'est un diapo, c'est le schéma extrait de l'ISO 9001. Je vais le partager. Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport au diapo sur le schéma extrait de l'ISO 9001, une personne dit qu'elle l'utilise régulièrement et elle compléterait ton discours par ce que je viens de mettre dans le chat, c'est-à-dire la politique 1 à 3 ans, la stratégie 3 à 5-7 ans, la vision 5-7 ans à 10-15 ans. Et alors c'est sur le slide de 7. Oui, désolé.
Non, non, pas de souci, pas de souci. Oui, c'est une très bonne chose. Alors, c'est pas extrait de d'ISO 9001. Ce schéma, il est extrait d'une norme qui s'appelle le FD X30031. C'est en fait un document sur la gouvernance. On parle tellement de gouvernance que dans la commission, on a souhaité expliquer ce que ça voulait dire et on l'a expliqué avec les mots de la qualité et les mots des marges de progrès en général. Donc, ce que tu m'as énuméré, Nicolas, correspond exactement à la recommandation. Et Voilà. ce qui veut dire que, quelle que soit la taille, on peut faire quelque chose qui s'inspire de finalement ce que 9001 appelle la finalité, c'est la vision à long terme, de ce Oui. que 9001 appelle les orientations stratégiques, etc., etc. Très bonne comparaison. Alors, on va rester sur ton support pour le slide 8 et une personne assimile donc le slide suivant et assimile ce slide au pestel. Oui, alors c'est deux choses différentes, hein, mais les deux sont évidemment compatibles. Quand on met en place du 9001, du 14001, 45001 ou autre, le pestel est très utile. Le pestel est un rappel ou une espèce de guide d'aide-mémoire pour trouver les enjeux. Et je l'ai dit, hein, ISO 26000 a choisi l'expression domaine d'action. Là, on a ici les domaines d'action. Et effectivement, si on fait un pestel, quelle que soit la démarche de progrès, qu'on fait le brainstorming avec l'équipe là-dessus, on va trouver pas mal d'enjeux. Certains sont sur cette carte qu'on voit là. Donc ça, c'est la carte ISO 26000 avec 7 questions centrales et 36 domaines d'action. On va en trouver pas mal sur la nécessité d'un dialogue social. Donc ça, c'est quand même assez standard et évidemment fondamental. Et puis d'autres qui sont peut-être pas sur ce schéma. Et c'est un petit peu la limite aussi. Hein. Quand on fait nos formations ISO 26000, moi j'adore cette norme, j'y ai passé un temps fou, mais tout n'est pas dans ISO 26000. Et d'ailleurs, on est en train de préparer une nouvelle norme dans la commission normative développement durable RSE, où on va élargir. Par exemple, l'économie circulaire n'apparaît pas clairement ici. Par exemple, les conditions, la qualité de vie et conditions de travail. Alors, on est dans ce domaine, mais c'est pas dit comme ça. Hein, donc, le pestel peut dégager d'autres enjeux que ceux qui sont sur cette carte et peut effectivement retomber sur différents enjeux. Par exemple, dans le sociétal, l'ancrage territorial, c'est un enjeu fondamental pour une PME dans les régions de France et de Navarre. Donc, bonne remarque, oui, sur le pestel. Alors, merci Gérard. Et effectivement, là, je vais directement sur le chat parce qu'il y a quelqu'un qui réagit en disant « J'aime bien aussi le schéma de backcasting issu de la démarche TNS ». Oui, bien sûr, bien sûr. La ISO 26000 n'impose pas d'outils, hein, il faut le rappeler. ISO 26000 fait des recommandations et chaque entreprise, ça a été dit, doit effectivement mettre en place la RSE, d'abord avec sa propre culture, avec ses propres outils et toujours avec un certain point de vue. Il n'y aura jamais une démarche RSE identique à celle de l'entreprise voisine, c'est clair. Alors, il y avait une autre question, Gérard, c'est es-tu sûr que le modèle IOE a évolué? Je vais pas faire de langue de bois. Hein. Je vais vous donner mon point de vue et après vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille différents bouquins sur le sujet. Il y en a un de Patrick Dumière, qui est le président de la commission normative des DRS, le nouveau président. Il a fait son dernier livre, c'est finalement y a-t-il une nouvelle pensée européenne? Alors, soit on veut continuer à faire du business comme les Américains, ils nous ont pas mal balancé de choses, les Américains, depuis la fin de la guerre. Malheureusement, il y en a une autre qui est en cours, malheureusement. Donc, soit on veut faire du business comme nos chers camarades ricains, ils n'ont pas que des défauts, soit on veut vraiment développer ce modèle européen. Le modèle européen, il n'est pas né là, il y a 15 jours. Depuis toujours, l'Europe s'est intéressée. Les choses sociales ne sont pas les mêmes en Europe et aux US. On critique peut-être, on peut mieux faire, on peut bien sûr développer le progrès social en Europe, mais il y a quelque chose qui existe. Et donc, en clair, la loi Pacte, en France par exemple, qui dit qu'on doit prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux, c'est le cas depuis un certain temps.
Alors, soit on va vers ce modèle, soit on reste dans la culture de l'OIE, de l'IOE. Ça veut dire une culture purement libérale. Alors, je vais dire une chose, et puis je m'arrêterai là. Je respecte le MEDEF, hein, c'est une organisation vraiment bien structurée et qui est d'ailleurs dans l'organisation paritaire, donc participe à différentes décisions sur des nouvelles réglementations et donc en discussion évidemment avec les syndicats, par exemple. Mais il faut rappeler que la commission ISO 26000 en France, de 2005 à 2010, a été animée par un monsieur qui était mandaté par le MEDEF. Il était extrêmement brillant, il était excellent animateur, on est resté en bons termes, mais il avait une consigne. La consigne du MEDEF était claire. Ne nous emmerdez pas avec cette norme. Ça, c'était entre 2005 et 2010. Depuis, ça a progressé, hein. Et c'est quand même un comble qu'un mouvement patronal, qui est par ailleurs respectable, ait trouvé un mandaté, pour animer la commission, et c'était bien, parce que faire une norme ISO 26000 sans les entreprises, c'était même pas la peine de commencer. Et le MEDEF a mis 1 an avant de faire un commentaire sur ISO 26000. Et au bout d'1 an, le MEDEF a écrit simplement, c'était quelques lignes, eh bien effectivement, ISO 26000 est un des référentiels de RSE. Merci. Et j'arrêterai là. Donc oui, il y a encore du boulot. Merci Gérard. Alors, j'ai une dernière question qui est très très intéressante, mais malheureusement qui nécessiterait d'avoir un webinaire à part entière. Donc, si tu peux en moins de 5 minutes répondre à cette question. Alors, Gérard, peux-tu nous dire quelques mots sur l'évolution, la réflexion en cours de l'ISO 26000? Oui, alors malheureusement, les deux demandes d'ISO sur la révision ISO 26000 n'ont pas été suivies d'effet. Ça veut dire que la majorité des pays ont voté contre ou se sont abstenus. Par exemple, l'Allemagne n'a pas du tout envie de réviser ISO 26000. L'Allemagne considère qu'on arrive bien à s'arranger entre les entreprises et les salariés, donc on n'a pas besoin de ça. La France a toujours voté pour la révision. Donc, cette révision, on n'y croit plus trop. Par contre, dans ce qui est dans ISO 26000, j'allais dire entre 75% du contenu à 80% est toujours d'actualité. Les principes, les grandes pratiques. Et on est très heureux de constater que la nouvelle réglementation qui va sortir en 2023, européenne, qui s'appelle la CSRD, s'inspire pas mal quand même de principes qui étaient déjà dans ISO 26000. Par exemple, la matérialité, c'est de mettre en avant les enjeux les plus forts en s'intéressant au social et à l'environnemental. C'est ce qui nous distingue de la matérialité américaine, par exemple. Et le projet en cours, c'est de dire, bon, dont acte, hein, il n'y aura pas de révision, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Il y a trop de pays qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans. OK, alors on reste en Europe. Et notre projet, c'est de dire, on prend tout ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr, ISO 26000. Bien sûr, toutes les bonnes pratiques existantes. Les entreprises ont beaucoup apporté à l'expérience RSE. On s'intéresse à la nouvelle réglementation. On s'intéresse à ce qui passionne les commissaires aux comptes, qui, eux, vont vérifier le reporting réglementaire. Et avec ça, on veut faire un texte qui, finalement, donne un guide, que ce soit de préférence aux PME, TPE, puisqu'elles n'ont pas de réglementation, mais également à certains grands groupes qui sont vertueux. Il y en a quelques-uns. Quand je parlais de l'OIE, une société cotée en bourse, c'est pas évident de faire la RSE jusqu'au bout. Il faut être sérieux, quoi. Quand on est actionnaire, on attend d'abord un retour sur investissement. C'est pas un péché, hein, je répète. Donc, cette nouvelle norme ou le projet, pour l'instant, c'est une table des matières qu'on va proposer. Ça va aller vite, hein. Dans quelques mois, on va le proposer aux parties prenantes. On sait qu'on n'attend pas grand-chose de certaines parties prenantes que je ne vais pas à nouveau citer, mais d'autres ont un intérêt. Dans le groupe de travail, il y a des syndicats. Dans le groupe de travail, il y a bien sûr des entreprises, celles qui ont vraiment envie d'y aller. Dans le groupe de travail, il y a des enseignants-chercheurs, il y a des consommateurs, etc., etc. Et l'idée, c'est de dire finalement, la RSE de demain, et ce n'est pas une norme française, ça n'a aucun intérêt. Donc, on n'est pas en train de rédiger une norme française, ça va, on a fait assez de textes. On est en train de préparer une table des matières qui sera présentable au niveau européen. Et je dis bien européen.
Et puis, avant de présenter cette table des matières, il faut déjà qu'on rôde la chose et qu'on l'enrichisse avec des consultations de parties prenantes, ce qui va être fait en avril-mai. Et on espère avoir pour l'été, ou plus tard pour septembre, cette table des matières à présenter aux pays amis. Il y en a quelques-uns en Europe quand même qui ont envie d'avancer en RSE. Bien, merci beaucoup Gérard pour ces réponses très précises. Effectivement, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, nous serions bien restés ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré et il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé, notamment celui dédié à la thématique de la RSE et poursuivre les articles que Gérard publie régulièrement. Vous pouvez même interagir avec vos pairs et liker, commenter, enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie tout particulièrement Gérard Capelli pour sa présentation et le partage de son expertise. Donc, à bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas. Merci Merci Parcours Gérard. Croisé.